Chacun a un ciel bleu dans son cœur. Dessinez-lui une bouche. Monsieur Li l'a saboté. Selon les données, Beijing a eu 276 jours de ciel bleu en 2020, c'est-à-dire 100 jours de plus qu'en 2013. Il participe au plan défense du ciel bleu. J'avais affaire au smog tous les jours. Dans l'histoire humaine, il y a eu 2 grands cas typiques en matière de pollution atmosphérique. Quelqu'un peut-il me dire lesquels? Il existe une autre source de pollution. À quoi pensez-vous? Combien de purificateurs d'air avez-vous chez vous? Je n'en ai jamais utilisé. La Chine produit près de 57% de l'acier et de 53% du ciment dans le monde. Avec le développement rapide de l'industrie, on peut constater que la quantité totale de polluants reste élevée. À l'échelle mondiale, le problème de la pollution en Chine est le plus complexe et le plus difficile à résoudre. Mais nous n'avons pas peur. Il nous faut le résoudre. Imaginez ce à quoi ressemblera la Terre dans 100 ans. Les choix que nous, humains, avons faits pendant des milliers d'années ont-ils été les bons? La technologie ne consiste pas seulement à créer de nouvelles techniques ou à fabriquer de nouveaux produits, mais aussi à améliorer le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis votre hôte, Sabening. Avant de commencer notre émission, je voudrais vous poser quelques questions. Regardez le grand écran. C'est de l'écriture au sekai. De quel caractère chinois s'agit-il? Allez, devinez. Le titre de cette chanson peut vous mettre sur la voie. Comme le brouillard, la pluie et le vent. Alors, quel est ce caractère? Ça ressemble à des gouttes de pluie qui tombent. Donc je pense que la partie en haut représente la pluie, mais c'est l'empage, je ne vois pas ce que c'est. Je vous ai donné un indice. Comme le brouillard, la pluie et le vent. C'est probablement le brouillard. Bien, brouillard, à vous. Je pense que la partie en haut ressemble plutôt au bois du cerf, donc je pense que c'est un cerf qui grimpe sur un arbre. Un cerf qui grimpe sur un arbre? Mais pourquoi faire? Quel cerf a évolué jusqu'à pouvoir grimper sur les arbres? Et vous deux? Je pense également que ça ressemble à un animal qui monte. Et Bobing? Je suis d'accord avec Yifan parce que d'après moi, ces 3 points sont comme des gouttes de pluie. Mais la partie en bas, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est peut-être le mot brouillard. Bien. Vous êtes proches, mais aucun n'a vu juste. De nos jours, on utilise souvent ce caractère avec celui du brouillard pour former un mot. Vous voyez maintenant? Le smog. Voilà. Dans quel contexte les anciens ont-ils créé une telle écriture? Cela reste une question à étudier. Mais selon le Shuowen Tiezi, le premier dictionnaire qui analyse la composition et les origines des sinogrammes, ce caractère désigne la poussière qui s'envole. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup moins de smog depuis ces dernières années. Le matin au réveil, quand je tire mes rideaux, il fait souvent un temps radieux. Et c'est de plus en plus le cas. Mais qui a contribué à tout cela? Quel travail ces gens accomplissent-ils? Peu de gens le savent. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui un spécialiste de l'environnement. Il participe au plan défense du ciel bleu et s'y consacre pleinement, lui et ses collègues. Grâce à leurs efforts, nous voyons aujourd'hui des changements quantitatifs et qui se voient à l'œil nu. Des applaudissements pour accueillir Li Junhua, professeur à l'école de l'environnement de l'université de Tsinghua, directeur du Centre national de recherche en ingénierie pour le contrôle coordonné des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre. Bonjour Monsieur Li. Bonjour. Soyez bienvenus. Venez au milieu de la scène.
Merci à tous, asseyez-vous. Vous et nos 4 représentants portez des vêtements de couleur froide qui me rappellent le smog. Comment ça se fait? Votre cravate convient au thème de l'écologie. Je viens de me rendre compte que je suis le seul à porter du vert, couleur de l'espoir. Quelqu'un comme moi qui vit à Beijing depuis l'université constate des changements visibles depuis ces dernières années. Le ciel bleu et les nuages blancs font de plus en plus partie de notre quotidien. Vous l'avez remarqué, vous aussi? Vous avez raison. La qualité de l'air s'est considérablement améliorée en Chine. Le smog est principalement composé de particules. En 2020, le taux de particules fines a baissé de 53% par rapport au pic atteint auparavant. Par exemple, la concentration des dioxydes de soufre a baissé de 77% et celle des oxydes d'azote de 32%. Selon les données, Beijing a eu 276 jours de ciel bleu en 2020, c'est-à-dire 100 jours de plus qu'en 2013. Il y a encore un grand changement. De moins en moins de gens publient des photos de ciel bleu et de nuages blancs sur les réseaux sociaux, car c'est maintenant monnaie courante. Mais on a encore un long chemin à parcourir, n'est-ce pas? Le sinogramme qu'on vient de voir est compliqué. Les causes et les mécanismes de la formation du smog le sont aussi. Les émissions de polluants en sont la source principale et les conditions météorologiques le déclenchent. La topographie est un facteur aggravant. C'est difficile de la modifier, par exemple quand il y a des montagnes ou des rivières. C'est encore moins possible de changer la circulation des masses d'air. Ce qu'on peut faire, c'est éliminer les émissions de polluants autant que possible. Pour éliminer le smog, il ne suffit pas d'attendre que le vent se lève, il faut vraiment agir en déployant activement des efforts. Le moment est maintenant venu de vous laisser la parole. Parlez-nous du travail que vous accomplissez, vous et votre équipe. Nous vous écoutons. D'accord, merci. On pourrait faire remonter la pollution atmosphérique aux temps anciens, quand nous, humains, avons commencé à produire, maîtriser et utiliser le feu. Je suis né dans une petite ville de montagne, Linxian. Elle se situe à la jonction de 3 provinces, le Henan, le Hebei et le Shanxi. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, à la campagne, on brûlait toujours du bois, voire du charbon, pour cuisiner et se chauffer en hiver. C'était un charbon de piètre qualité et à haute teneur en soufre. Tous les jours, on faisait du feu dans la chambre à côté du lit. C'est pourquoi le matin, on avait le visage noir et la tête qui tourne. En grandissant, j'ai appris que l'émission des polluants était la principale cause de ces vertiges au réveil. Dans l'histoire humaine, il y a eu 2 grands cas typiques en matière de pollution atmosphérique. Quelqu'un peut-il me dire lesquels? Je pense que l'un d'eux remonte au début de la révolution industrielle. C'est là que les hommes ont commencé à utiliser du charbon comme principal combustible. De nombreux polluants étaient dès lors rejetés dans l'air. Je viens de parler de cas, mais vous ne les avez pas précisément mentionnés. Ils ont été très graves et ont touché une vaste zone. Londres. C'était au siècle dernier. L'un est le smog de Londres et l'autre, le smog photochimique de Los Angeles. Du 5 au 9 décembre 1952, le smog a recouvert Londres pendant 5 jours de suite, causant directement 4000 morts. C'est ensuite qu'on a commencé à prêter attention à la pollution de l'air au niveau national ou même mondial. Toujours dans les années 40 et 50, se produisait le smog photochimique en été à Los Angeles. À l'époque, on voyait dans le ciel une fumée bleu clair. La principale cause était les gaz d'échappement des véhicules à moteur, notamment les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles qui produisent de l'ozone, un oxydant très puissant, et des particules fines
après des réactions photochimiques complexes dans l'atmosphère. Quelqu'un peut-il parler des caractéristiques de ces deux événements de pollution ainsi que de leurs différences? Celui à Londres était dû à la forte concentration de particules fines. Et celui à Los Angeles était surtout le résultat de la pollution photochimique provenant des gaz toxiques. Voilà, ce sont les caractéristiques des polluants. Et les deux incidents se différencient l'un de l'autre au niveau des conditions physiques qui les ont générés. Celui à Londres s'est produit en hiver, quand l'humidité était élevée et la température basse. Par ailleurs, les conditions météorologiques particulières n'étaient pas favorables à la dispersion des polluants. Quant au smog à Los Angeles, il s'est produit en été. Les hautes températures et un fort ensoleillement ont permis la production d'ozone, c'est-à-dire une pollution secondaire. Revenons en Chine. L'économie nationale s'est rapidement développée. La production et la possession d'automobiles sont également en forte croissance. À présent, le parc automobile en Chine équivaut à celui des États-Unis avec 290 millions d'unités. Donc, les émissions de gaz d'échappement augmentent aussi rapidement. Et il y a une autre source de pollution importante et répandue. À quoi pensez-vous? C'est le chauffage au charbon en hiver, non? On appelle ça une source diffuse de pollution. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle touche une grande superficie. Le charbon est largement utilisé dans tout le pays pour le chauffage des habitations et comme combustible. En même temps, avec l'urbanisation et l'industrialisation rapide en Chine, la pollution est devenue plus grave. L'industrie manufacturière mondiale s'est relocalisée en Chine. De nos jours, la production nationale d'acier atteint près de 57% de la production mondiale et celle de ciment 53%, sans parler du verre et de la céramique. La Chine, puissance manufacturière, a connu une hausse du nombre de ses émissions polluantes avec le développement rapide de son industrie. Bref, la pollution en Chine se caractérise par des sources multiples. Celles-ci, après des réactions chimiques complexes, produisent une pollution combinée de l'air à échelle régionale. Elle peut être plus complexe et plus difficile à résoudre par rapport à celle dans d'autres pays. Puisqu'il existe un problème, on doit le résoudre. C'est pour ça que le contrôle et la réduction des émissions de dioxyde de soufre étaient déjà prévus dès les 10e et 11e plans quinquennaux. Nous avons pratiquement achevé la rénovation des équipements de désulfuration. Mais faute de moyens techniques, on n'a pas procédé au contrôle des émissions d'oxyde d'azote. Si on avait voulu le faire, on aurait dû importer un grand nombre de technologies étrangères. On en a fait venir, mais il s'est avéré qu'elles n'étaient pas adaptées à la situation en Chine. Pour éliminer les oxydes d'azote, le moyen le plus efficace est la réaction redox que vous avez apprise au lycée. Il suffit de faire réagir un réducteur qu'on appelle ammoniac à l'aide d'un catalyseur. Les réactions chimiques transforment les oxydes d'azote en azote. C'est la méthode de purification la plus efficace et la plus complète. Le cœur de cette méthode est le catalyseur. Mais comment le concevoir pour mieux l'adapter aux caractéristiques des gaz de combustion au charbon de Chine? Premièrement, avec la haute teneur en poussière des gaz, les catalyseurs sont facilement sujets à l'empoisonnement, l'effondrement et à l'usure. On a installé des catalyseurs étrangers dans certaines de nos centrales électriques, mais après 2 ou 3 mois d'utilisation, ils s'effondraient. Et il y avait un autre problème, à savoir les chaudières à charbon dont la charge fluctue. Obtenir une dénitrification efficace à faible charge constituait une difficulté. J'ai encouragé un étudiant à rédiger une thèse sur le sujet dans l'espoir de développer ou de trouver un meilleur système catalytique. Il a essayé en suivant le tableau périodique des éléments. Au bout de quelques mois, il m'a demandé de changer le sujet de sa thèse. Il me disait « C'est impossible d'essayer tous les éléments du tableau. En plus, je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir des résultats. » Bien sûr, j'ai répondu que Rome ne s'est pas faite en un jour. J'ai discuté avec lui. J'ai dit « Et si on introduisait des éléments en terre rare, des pots catalytiques, des systèmes d'échappement des automobiles dans les catalyseurs de dénitration ?» Et il a recommencé à faire des recherches. Quelques jours après, il est venu me dire
Professeur, j'ai trouvé que le couplage des métaux de terre rares aux oxydes de métaux de transition a considérablement élargi les limites de température d'activité. C'est-à-dire que sous faible charge, il peut toujours répondre aux exigences de la dénitration à haut rendement. Il a poursuivi ses efforts jusqu'à obtenir que les composés des différents oxydes métalliques améliorent considérablement la résistance à l'usure et à la compression du catalyseur. Les percées théoriques et technologiques sont désormais réalité dans l'industrie. En 2012, les concentrations d'oxyde d'azote en Chine ont commencé à décliner. Bien sûr, les polluants ne sont pas issus d'un secteur particulier. Par rapport à celle de la production électrique, la composition des fumées des autres est plus complexe. Vous savez que la production d'électricité dépend de la combustion du charbon, d'où viennent les principaux polluants. Mais dans les industries autres que celles de l'énergie, comme les aciéries et les cimenteries, il ne s'agit pas seulement de brûler du combustible, mais aussi de combustion complexe avec des minéraux. En plus des dioxydes de soufre, on y produit également des oxydes d'azote, de la poussière, des dioxines, des métaux lourds, etc. Ce sont tous des polluants inhabituels. Comment gérer ces polluants de manière coordonnée et très efficace? C'est un défi international auquel on était confronté. Après de longs efforts, on a créé un matériau à base de carbone permettant l'absorption. D'abord, il peut absorber les polluants tout en jouant un rôle de catalyseur. Au cours du processus, les dioxydes se transforment en acide sulfurique et les oxydes d'azote en azote. Les polluants dont le recyclage présente un intérêt sont transformés en produits. Les autres sont dépollués et réémis dans l'atmosphère. C'est la voie technologique sur laquelle l'industrie sidérurgique peut s'engager. Bien sûr, le passage du laboratoire à l'usine est un processus difficile. Je me souviens encore de cet été où on a testé ces équipements. On les a mis dans un conteneur et transportés jusqu'au site. On recueillait des gaz de combustion et on menait des tests de performance sur les rejets de polluants multiples. On le faisait sous un temps caniculaire, avec une température de 40 degrés Celsius. On espérait finir en 3 mois, mais ça a pris 1 an et demi pour faire des centaines d'expériences. Puis on a établi les paramètres de processus optimaux de toute la feuille de route technologique. Après la construction du projet de démonstration à l'usine Baosteel de Shanghai, sa mise en service a été un succès. La nouvelle a fait forte impression dans toute l'industrie. En effet, au début, tout le monde s'interrogeait sur une telle feuille de route technologique. L'objectif d'émission ultra faible semblait très difficile, voire impossible à atteindre. Mais grâce à cet exemple aux effets considérables, je peux vous dire que maintenant, tous les grands acteurs du secteur, comme les entreprises sidérurgiques à Beijing, Tianjin et dans le Hebei, ont achevé leur transition vers des émissions ultra faibles. De plus, le 13e plan quinquennal nous oblige aussi à contrôler à grande échelle les gaz de combustion dans l'industrie des matériaux de construction. Comme vous savez, il s'agit du ciment, du verre, de la céramique, etc. Même si vous n'avez pas vu ce genre d'usine, je pense que dans votre ville, il y a certainement une briqueterie. Dans ce secteur des matériaux de construction, la concentration en matières particulières, des émissions, est beaucoup plus élevée que dans ceux de l'électricité et de l'acier. J'ai travaillé à Yanchang, dans l'est de la Chine. Quelques jours avant le Nouvel An chinois de 2018, la municipalité de Zhangzhou m'a appelé pour m'informer qu'il dressait le plan de mise en œuvre de prévention et de contrôle de la pollution atmosphérique de la ville pour 2018. La municipalité se préoccupait beaucoup de la réduction des émissions des polluants. Ils souhaitaient que je leur donne des conseils. J'ai tout de suite accepté. Il était de mon devoir d'aider la ville à contrôler la pollution atmosphérique. En chemin, j'ai eu un petit contretemps. J'ai pris le train pour me rendre de Yanchang à Suzhou-Est. Après plusieurs heures, je suis enfin arrivé là-bas. Mais au point de contrôle, on m'a dit que j'avais pris un billet pour la gare de Suzhou et non celle de Suzhou-Est. Je ne pouvais pas prendre la correspondance.
Heureusement, j'ai quand même réussi à monter dans le dernier train. Je suis finalement arrivé à Zhengzhou dans la nuit. Le lendemain, j'ai participé aux discussions sur le plan global de contrôle de la pollution pour 2018. En tant que chercheur, d'un point de vue technologique, je pouvais dire que l'industrie du ciment était capable d'atteindre l'objectif d'émissions ultra faibles. Mais les entreprises étaient-elles prêtes à se lancer? Nous avons conseillé à la municipalité d'accorder des subventions financières appropriées à celles qui suivraient en premier le plan de réduction des émissions. Et parallèlement, il fallait exercer une gestion différenciée. Les entreprises étant passées aux émissions ultra faibles ou ayant atteint le niveau A seraient autorisées à produire normalement sans contrôle en automne et en hiver. Grâce aux nombreux dialogues établis, les entreprises ont finalement accepté le projet de rénovation. Elles ont considéré cela comme une contribution technologique à tout le secteur. Je voudrais maintenant donner la parole à quelqu'un qui travaille dans une cimenterie à Dongfang dans la ville de Zhengzhou. Bonjour à tous. Je travaille dans cette usine depuis plus de 10 ans. J'ai assisté à de grands changements ici. Vous pouvez voir qu'à ma droite se trouve le dispositif central de la ligne de production de clinker. Et ceci est notre four rotatif. À l'intérieur, la température peut atteindre 1800 degrés Celsius. Cette installation produit une grande quantité de gaz de combustion à haute température et à forte teneur en oxyde d'azote. S'il n'était pas collecté et traité, mais directement rejeté dans l'air, cela engendrerait une grave pollution. En 2018, on a installé un système de dénitration. Derrière moi se trouve le premier dispositif de dénitration par réduction catalytique sélective du secteur du ciment en Chine. En fonctionnement depuis 3 ans, il diminue la concentration des oxydes d'azote dans les gaz de combustion, la faisant passer de 400 mg à moins de 50 mg, ce qui est moins que la norme nationale. Les émissions quotidiennes d'oxyde d'azote ont donc été réduites de près de 3 tonnes. Bien, merci. La Chine est le premier pays à atteindre des émissions ultra faibles dans la sidérurgie, le ciment et d'autres industries. Par ailleurs, nous avons directement soutenu 25 normes d'émissions ultra faibles pour différentes industries et nous avons mis en place des politiques à ce sujet. La technologie ne consiste pas seulement à créer de nouvelles techniques ou à fabriquer de nouveaux produits. Elle permet aussi de contrôler la pollution et d'améliorer l'environnement. Ainsi, notre technologie est pleine de bonnes intentions. J'espère que vous, les jeunes, pratiquerez un mode de vie sain, vert et à faible émission de carbone et que vous ferez une carrière prometteuse dans le secteur de la protection de l'environnement. Merci. Merci, Monsieur Li. Merci à tous, asseyez-vous. Votre discours a été diffusé en ligne et de nombreux internautes qui l'ont suivi nous ont envoyé des questions. Par exemple, êtes-vous très soucieux de la qualité de l'air? Combien de purificateurs d'air avez-vous chez vous? Je pense que celui-ci veut en fait vous demander la marque de vos purificateurs d'air. Et vous, Sabening? J'en ai un. D'accord. Pendant les années où la pollution était très grave, j'ai presque essayé tous les types de purificateurs que je voyais sur Internet. Je sais maintenant qui est celui qui s'intéresse particulièrement à l'air intérieur. Pour parler franchement, je n'utilise jamais de purificateur. Bien sûr, chacun ses goûts. En ce qui me concerne, je ne peux tout d'abord pas rester tout le temps à l'intérieur sans sortir. De plus, en m'exposant au smog tous les jours, j'espère aussi expérimenter et ressentir davantage la pollution pour mieux mener mes recherches. Je n'ai donc pas installé de purificateur. En fait, je ne suis pas très regardant, mais si vous le pouvez, mieux vaut améliorer la qualité de l'air. Mais récemment, avez-vous constaté qu'on voit de plus en plus de purificateurs sur les plateformes de vente d'occasion en ligne? C'est vrai qu'on en a moins besoin à la maison depuis ces dernières années. Après son diplôme, un de mes étudiants a fondé une entreprise de purificateurs d'air. Mais il a changé de travail au bout de quelques années parce que la qualité de l'air s'améliore de plus en plus. On souhaite plutôt ouvrir les fenêtres pour respirer de l'air frais. Notre objectif est qu'un jour, l'appareil électroménager qu'est le purificateur d'air entre dans les musées. Bien, c'est au tour de 6 spectateurs en visioconférence de vous poser des questions. Mais ces dernières sont d'abord présentées sous forme de mots-clés. Choisissez celui qui vous intéresse, d'accord? Applaudissons nos 6 jeunes en visioconférence. Soyez les bienvenus. Vous venez des 4 coins du pays, Hebei, Shandong, Jiangxi, Shanghai et Fujian.
Vous pouvez maintenant montrer vos mots-clés. Derrière se trouve une question qu'ils veulent vous poser. Faisons un bond dans le temps, parlons de l'avenir. Voyage dans 100 ans. Son mot-clé est intéressant. Les caractères sont imprimés sur une photo. Ça ressemble au Mont Everest, non? Tout à fait, il s'agit d'une des photos qu'on a prises nous-mêmes. Durant mes études et mes recherches, je suis tombé sur ceci. Des photos en noir et blanc prises par des gens venus faire de l'exploration en 1921, soit il y a plus de 100 ans. Un siècle sépare ces deux clichés, voyez-vous des différences? La surface où il y avait du sable et du gravier est maintenant recouverte d'eau. Celle-ci doit provenir de la fonte du glacier. Vous pouvez interpréter le phénomène ainsi. Le glacier d'autrefois est maintenant une rivière. C'est le cas en Chine, tout comme dans le reste du monde. Des photos prises au même endroit, mais à des décennies d'intervalle reflètent ce problème. Les glaciers de l'Antarctique reculent, le climat de l'Arctique, où vit l'ours polaire, change. La fonte des glaces est étroitement liée au changement climatique. Si on laisse les choses évoluer ainsi, ou si la température de la Terre augmente de 2 degrés Celsius, voire plus, vous pouvez imaginer que beaucoup de pays n'existeront plus. De nombreuses belles villes comme Shanghai pourraient être sous les eaux. C'est tout à fait possible. Ces deux photos nous montrent que le réchauffement climatique est maintenant un fait scientifique incontestable. Il faut agir. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'étais vraiment impressionné par ce paysage de montagnes enneigées. Mais en comparant avec les photos prises il y a un siècle, j'ai remarqué l'apparition de ce genre de lacs morainiques. Ils sont comme les cadavres de ces glaciers. Voici la question que je voudrais poser à Monsieur Lee. Les glaciers auront-ils disparu de la Terre dans 100 ans? L'homme a pris du temps pour comprendre le réchauffement climatique. Divers pays et des organisations internationales, notamment certaines de l'ONU comme le GIEC, ont déjà commencé à prendre des mesures contre le changement climatique. Imaginez ce à quoi ressemblera notre planète dans 100 ans. Je crois qu'à ce moment-là, les principaux polluants et les gaz à effet de serre seront sous contrôle. Mais nous devrons surtout adapter notre mode de vie afin qu'il soit en harmonie avec la Terre pour le siècle qui vient. Merci. Merci à vous. Merci pour vos mots-clés et vos questions. J'espère que vous resterez en ligne pour suivre le reste de notre émission d'aujourd'hui. Merci et au revoir. C'est maintenant le moment de donner la parole aux 4 représentants de la jeunesse ici présents. Bonjour messieurs. Je suis doctorant en sciences à l'université de Beijing. Dans votre discours, les anecdotes concernant vos recherches sur les catalyseurs m'ont particulièrement intéressé. Je profite de cette occasion pour vous proposer une petite expérience simple et amusante. L'objectif est d'aider le public à avoir une compréhension plus intuitive de la puissance de la catalyse. Avant de commencer, je dois suivre les consignes de protection. Cette expérience chimique ne comporte aucun danger, mais il faut respecter les normes de sécurité en vigueur. Donnez-moi un casque. C'est nécessaire de faire tout ça dans les laboratoires? Stricto sensu, les mesures de sécurité sont nécessaires. Avant tout, permettez-moi de vous présenter les réactifs utilisés dans cette expérience. D'accord. Je vois M. Lee s'approcher, alors je fais pareil. Pas d'inquiétude. D'abord, c'est une bouteille de solution de peroxyde d'hydrogène. Ensuite, on va utiliser du détergent ménager. Comme celui à la maison? Oui. Et puis, on va utiliser de la poudre d'iodure de potassium. Maintenant, j'aimerais interroger Sabening. Vous ne pouvez pas le faire sur autre chose que la chimie? Faites, allez-y. Parmi les 3 réactifs que je viens de présenter, lequel est le catalyseur? Je sais que le détergent est un agent tensioactif. Quant à l'iodure de potassium... Donnez-moi un indice. Après la réaction, le catalyseur n'a pas changé par rapport à avant.
C'est un provocateur. Il est comme un fauteur de troubles. Il se fiche de savoir s'il y en a qui saignent ou se blessent dans la bagarre. Oui, il accélère simplement le processus de réaction. Au hasard, je dirais que c'est l'iodure de potassium. Oui, c'est la bonne réponse. Je n'ai pas répondu juste, mais devinez juste. Dans cette expérience, le peroxyde d'hydrogène est le substrat. On en met un peu dans cette fiole d'Erlenmeyer, puis on ajoute un peu de détergent. Pour l'instant, on ne voit aucune réaction notable. C'est parce que dans ces conditions, le peroxyde d'hydrogène se décompose si lentement et doucement que c'est imperceptible. Ensuite, je vais ajouter de l'iodure de potassium. Faites attention à ce qui va se passer dans la fiole. D'accord. Ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas? C'est le moment de se boucher les oreilles. J'ajoute donc de l'iodure de potassium dans ce récipient. Regardez! En fait, le principe est très simple. L'iodure de potassium accélère le processus de décomposition du peroxyde d'hydrogène. Il se décompose en quoi? En oxygène. Cet oxygène agite le détergent qui forme d'innombrables petites bulles et déborde de la fiole. Voilà comment le phénomène se produit. Mais l'iodure de potassium ne change pas d'état, c'est ça? Non, il ne change pas. Il accélère juste la réaction pour la rendre plus intense. Oui. Vous apprenez vite. C'est un bon endroit où apprendre. Cette expérience montre concrètement ce qu'est un catalyseur dont vous avez parlé plusieurs fois dans votre discours. En fait, il aide à éliminer les substances nocives à la vitesse maximum lors d'une réaction. Oui, en fait, dans les secteurs de l'habillement et des produits chimiques, l'utilisation de la catalyse est maintenant largement répandue. Elle est presque indispensable dans l'industrie chimique. Fritz Haber, par exemple, a découvert qu'avec un catalyseur approprié et sous conditions favorables, la réaction chimique de l'azote avec l'hydrogène produit de l'ammoniac. Et ce dernier peut être utilisé pour fabriquer des engrais azotés qui favorisent l'augmentation de la production alimentaire, permettant ainsi de nourrir une plus grande population. Par contre, ce vigoureux développement a aussi apporté de graves problèmes comme la pollution. Je sais que vous vous souciez de ces questions. Imaginons que les développements modernes n'avaient pas eu lieu. On vivrait encore dans une société agraire. Verrait-on plus facilement le ciel bleu? Pourrions-nous vivre une vie plus heureuse? Les choix que nous, les humains, avons faits pendant des milliers d'années ont-ils été les bons? C'est ma question. Pourquoi s'arrêter à la société agraire? Remontons jusqu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Cueillir directement les fruits dans les bois, puis s'endormir sur place après avoir mangé. Quel bonheur! Depuis son apparition sur Terre jusqu'à maintenant, l'homme doit produire et travailler pour assurer sa subsistance. Les effets négatifs sont inévitablement nés avec la production. L'invention de l'essence au plomb a promu le développement de l'industrie automobile. Mais avec le progrès technologique, l'essence sans plomb a vu le jour. Le réfrigérateur au fréon nous a facilité la vie, mais c'était l'une des causes principales du trou dans la couche d'ozone et du réchauffement climatique. Ces substances ont eu un effet positif sur la vie humaine dans certaines périodes de l'histoire. Bien sûr, avec l'évolution technologique, il était de notre devoir de résoudre les problèmes engendrés. Il a fallu créer de nouvelles substances pour remplacer le fréon. Je veux dire que nous n'avons pas peur des problèmes. S'il y en a un, on le résout. La technologie a ses limites. À une certaine période de l'histoire, elle nous fait progresser, mais elle peut avoir des effets secondaires. Et en même temps, l'évolution de la technologie permet de résoudre ces problèmes. Je pense que cette réponse est typique de l'attitude d'un scientifique. La meilleure solution en ce moment est de résoudre le problème. Merci à vous. Suivante. Bonjour à vous deux. Quand on parle du smog, c'est dans un sens très négatif. Mais la couleur bleu smog le relie à la mode. Voyez, aujourd'hui, M. Lee porte aussi du bleu smog. C'est surtout la couleur de la chemise. C'est du bleu clair, c'est ça, avec un peu de gris.
Cette couleur à faible saturation vous rend très élégant et discret. Et surtout, elle vous va bien. Alors moi, je ne suis pas habillé discrètement. La couleur de ma cravate est très saturée, non? En fait, en plus du bleu smog, il y a aussi d'autres bleus que tout le monde connaît très bien. Il y a par exemple le bleu de l'APEC, le bleu du G20 et le bleu du défilé. Et il y aura peut-être le bleu des Jeux Olympiques d'hiver, car ces éléments ont lieu chez nous. Je suis étudiante aux Beaux-Arts et j'ai rapporté de la peinture avec moi aujourd'hui. Je voudrais vous demander de mélanger des couleurs pour obtenir votre bleu ciel préféré. J'aime cette idée, j'ai jamais fait ça. Allons-y au travail. Alors Monsieur Lee et moi avons chacun une planche à dessin. Oui, Il faut porter des gants. vous pouvez. Il vaut mieux suivre à la lettre les règles de la chimie. Je vais vous montrer ce qu'est la couleur bleu smog. Comment faire le mélange? Le bleu smog est très clair. Je vais utiliser une grande quantité de blanc, puis un peu de bleu. En suivant les principes de la trichomie, j'ajoute du jaune et du rouge, puis je remue. C'est fort. À votre tour. C'est le bleu smog. Il se décompose en différentes couleurs et certains polluants sont également colorés. La fumée des cheminées est parfois jaune parce qu'elle contient du dioxyde d'azote. Ne dissimulez pas vos peurs derrière les théories. On vous a demandé de dessiner et depuis vous ne cessez de parler. Allez-y, dessinez le bleu ciel le plus beau que vous avez vu. Voyons comment on se débrouille. Je vous fais de la place. D'abord, je vous regarde faire. Vous n'êtes tout de même pas plus angoissé que moi. Le bleu ciel le plus beau dans mon esprit est un bleu foncé. À l'automne, si vous avez de la chance, vous pouvez le voir. Le bleu de Sapeni ressemble à une couleur traditionnelle chinoise dont le nom est Zhangzhang. Dans les chapitres antérieurs du Zhuangzi, le ciel est décrit avec cette couleur. Le ciel est bleu foncé, la prairie immense. Le vent caresse l'herbe et on voit les vaches et les moutons. En fait, on voit souvent un ciel bleu foncé au début de l'automne, car il fait frais à ce moment-là. En fait, je pense que le bleu que M. Lee a fait est plus clair et net que le mien. Et je trouve qu'il ressemble à une couleur traditionnelle chinoise appelée bleu furtif. C'est un bleu très clair. C'est en fait une couleur très subtile. Un nuage. Cet homme a l'air triste. Dessinez-lui une bouche. Vous donnez des conseils maintenant? Faites-le vous-même. Bien, je lui dessine des yeux alors. Montrez. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai fait la bouche. Quelle composition! Chacun ses goûts, je préfère le bleu clair. Oui. Et vous semblez préférer le bleu foncé. Le ciel bleu clair est plus commun au cours de l'année. Parfois, je ne sais pas si c'est à cause des conditions météorologiques. Oui, c'est lié. Mais en automne, il y a toujours quelques jours où on voit un ciel bleu très foncé. Merci à vous deux. Merci. Je voudrais poser une question à M. Lee. Dans quelles circonstances avez-vous vu votre ciel bleu préféré? D'abord, en tant que professionnel de l'environnement, j'ai l'habitude de regarder tous les matins au réveil la situation concernant la pollution météorologique. C'est une habitude que j'ai forgée au fil des années. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était un jour de ciel bleu au cours d'une période de smog. J'étais à l'université Tsinghua ce jour-là, sur le chemin du retour. En levant la tête, j'ai vu un avion voler dans le ciel bleu. Ce ciel bleu et ces magnifiques nuages blancs m'ont laissé une grande impression. J'ai pris une photo et je l'ai choisie pour mon profil WeChat. En fait, le ciel bleu était très rare à cette époque. C'est pourquoi je m'en souviens très bien.
Merci à vous. Je crois que chacun a son ciel bleu préféré. On a connu le bleu de l'APEC ou le bleu du défilé. Mais je crois qu'à l'avenir, il y aura le bleu que tout le monde attend, à savoir le bleu ciel de tous les jours. Suivante. Bobing. Bonjour à vous deux. En septembre dernier, je suis entrée à l'université. Je me suis inscrite au cours d'option de M. Lee, qui est proposé aux étudiants de première année. Ça m'a permis de mieux m'adapter à la vie universitaire. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix. Vous enseignez également aux étudiants de première année? Oui, je leur donne 2 cours. L'un est un cours d'orientation pour les nouveaux étudiants et l'autre s'intitule Séminaire de première année. Et plus, j'étudie aussi l'environnement. Mais en fait, ce n'était pas mon premier choix de spécialité au début. C'est pour diverses raisons que j'ai intégré ce cursus. Maintenant que j'y suis, je dois bien mener mes études. Pendant les cours, j'ai appris les nombreuses politiques du pays, de nombreux cas de pollution et les problèmes qu'il nous faut résoudre. Tout ça donne un grand sens de responsabilité. Cependant, j'aime toujours la physique. Monsieur Lee, au cas où je quitterai cette spécialité un jour, en tant qu'enseignant de celle-ci, est-ce que vous trouveriez ça dommage? Je n'avais pas vu un tel discours d'apparat depuis longtemps. Quelle surprise! Une étudiante de l'université de Tsinghua qui étudie l'environnement, même si ce n'était pas son choix initial. Puisqu'elle a commencé ses études ainsi, alors elle va continuer assidûment. Mais elle préférera toujours la physique. C'est une bonne question, elle ne devrait pas être la première à la poser. La clé est votre centre d'intérêt. Si ce sujet d'étude vous intéresse ou même vous amuse et que vous pouvez y apprendre des choses, on peut dire que vous aurez une carrière prometteuse dans l'environnement. Bien sûr, en tant que discipline de base, la physique est très importante et vous pouvez en acquérir de nombreuses connaissances à l'université. Autrement dit, de nombreux enseignants de l'école de l'environnement ne sont pas issus de celle-ci, mais ont fait des études de physique. Moi, j'ai étudié la chimie. Maintenant, mes 2 assistants sont des étudiants en physique. Il est possible que vous poursuiviez également une carrière dans l'environnement. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Suivez vos intérêts ainsi que vos sentiments et faites vos choix audacieusement. Et les talents interdisciplinaires sont les plus rares et précieux. Merci à vous deux. Merci et bonne continuation. En fait, grâce à votre discours d'aujourd'hui, j'ai découvert que de nombreux changements se sont produits sans bruit. Avant, on attendait toujours que le vent vienne, car on pensait qu'il était la meilleure solution face au smog. Mais aujourd'hui, on comprend que le véritable vent vient des efforts que ces scientifiques ont déployés jour après jour, année après année. Ce vent vient du changement de mentalité chez chacun. Pour notre modèle de développement et sur la base de la reconnaissance de tous, je pense que ce vent sort de nos cœurs et de nos esprits. Merci, Monsieur Lee.